Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. De nouveaux invités m'ont rejoint. Monsieur Almami Kaloko, vous êtes le président du think tank GRAD, groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée. Vous êtes guinéen, donc ressortissant de pays membres de la CEDEAO. Merci, monsieur Kaloko, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous pour l'invitation. Et le politologue sénégalais Oumar Ba m'a également rejoint. Merci, monsieur Ba. Et je dis également merci à madame Naïma Korchi, juriste internationale, qui est restée avec moi. Outre le Maroc, la Tunisie, le Tchad et la Mauritanie, elles déjà membres associés de la CEDEAO, manifestent aussi un intérêt pour adhérer, un intérêt vis-à-vis de la CEDEAO. Alors, quel est-il et quelles sont les chances de voir ces demandes aboutir? C'est un sujet de la rédaction signée Aminata Diak. Nous allons mettre au point une commission paritaire pour que dans 1 mois et demi, nous puissions signer un accord de partenariat économique déclarant le Maroc comme un associé privilégié. Il ne sera pas astreint comme un membre parce que le problème, c'est que nous allons nous heurter au texte de l'Union africaine qui a divisé le continent en 5 régions comme commission économique régionale. Le roi dit où s'arrête l'Ouest? Alors faut-il prolonger l'Ouest jusqu'au Nord? Nous allons soumettre la décision aux chefs d'État qui prendront la décision. Et cette décision a été prise lors du 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est tenu les 3 et 4 juin 2017 à Monrovia au Libéria. Les autorités ouest-africaines ont donné leur accord de principe pour l'adhésion du Maroc à l'organisation sous-régionale. La Tunisie a également été admise comme membre observateur de la communauté alors que la Mauritanie, candidate pour un accord économique, a été priée de présenter un dossier de réadmission. Sur la Tunisie qui a demandé également son adhésion en termes d'observateur, cette question a été agréée. La Mauritanie également, qui est un ancien membre, a demandé à signer une convention d'association avec la CEDEAO. Et là, nous avons demandé de travailler à ce que la Mauritanie revienne à sa place plutôt que de sortir pour créer une forme de structure hybride pour le travail avec la CEDEAO. Cependant, le Maroc, comme la Tunisie et la Mauritanie, appartiennent déjà à l'Union du Maghreb arabe, l'UMA, paralysée depuis sa création par le contentieux algéro-marocain autour du Sahara occidental. Même si le roi du Maroc, Mohamed VI, de son côté, a enterré l'organisation, l'appartenance à cette structure reste réelle puisque l'Algérie et la Mauritanie croient encore au rêve maghrébin et souhaiteraient le réanimer. Quant au Tchad, adossé à 4 pays membres de la CEDEAO, il dispose d'une position géographique qui plaide en sa faveur dans la configuration actuelle. Que pèsent réellement les dispositions de l'Union africaine quant à cette limitation? Une voie médiane pourrait-elle être la solution? Je pense que c'est un développement très intéressant que des pays qui ne sont pas de la région ouest africaine veuillent intégrer l'organisation. C'est un des signes des temps modernes que nous vivons. C'est une période où il y a ce qu'on peut appeler la déterritorialisation des États. Ce n'est pas seulement la géographie, c'est aujourd'hui la géoéconomie, la géopolitique et tout. Et pour ces raisons-là, je crois que même si l'Union africaine essaie de vouloir maintenir sa définition à la limite figée des régions, les 5 régions du continent, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement d'intérêts qui font que l'appartenance au sein de la CEDEAO de pays comme le Maroc ou le Tchad, ça pourrait être de bonne guerre. Parce que d'une part, si on prend le cas du Maroc, c'est pour des questions économiques. Le Maroc est très présent par ses banques, par ses assurances, par sa compagnie aérienne dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans le cas du Tchad, on peut comprendre la raison. C'est également une autre raison contemporaine, d'ordre sécuritaire. Le Tchad intervient dans la lutte contre Param et il est impliqué dans la lutte pour contenir l'extrémisme religieux au nord du Mali. Et donc, c'est un partenaire de pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est important de rappeler que le veto de l'Union africaine concernant l'appartenance d'un pays à 2 organisations sous-régionales à la fois est peu respecté. Comme exemple, la CENSAD qui a pour objectif d'améliorer la coopération économique des pays de la région sahélienne fait doublon avec la COMESA, le marché commun de l'Afrique australe et orientale. En effet, 4 pays siègent à la fois au COMESA et à la CENSAD, l'Égypte, le Soudan, l'Érythrée et le Djibouti, sans compter la Libye qui a obtenu en 2002 le statut d'observateur au COMESA. Monsieur Kaloko,
Avec l'intérêt que manifestent les pays comme la Tunisie, le Tchad, la Mauritanie vis-à-vis de la CEDEAO, il faut déterritorialiser l'appartenance aux communautés politiques et économiques, comme le recommande l'écrivain Adama Gueye dans l'élément qui est passé. Je pense que, comme l'a dit tantôt un des intervenants sur le plateau, le monde est en mutation, donc les alliances sont en train de recomposer. On parle d'alliances économiques, ce n'est plus, on parle de proximité économique sans avoir de contiguïté géographique. Donc je pense qu'il faut redéfinir ces accords qui définissent les liens économiques par les frontières entre les pays. Alors, la Tunisie donc, a été reconnue, admise comme membre observateur au dernier sommet de la CEDEAO à Monrovia, au Libéria, le dimanche dernier. Je rappelle quand même que le Maroc l'est depuis 2005. Quoi, doit-on imaginer également la Tunisie bientôt membre à part entière de l'organisation sous-régionale? Bien sûr. Tout le Maghreb, peut-être. Tous les pays du Maghreb, l'un après l'un. Tous les pays du Maghreb viendront... Moi, il faut maintenant penser à l'unité de l'Afrique, l'union. Donc petit à petit, la CEDEAO reste, en ramenant dans son giron le Maroc, ensuite la Tunisie. Pourquoi ça devient le premier pas vers l'unification qu'on ait une... Oui, mais sauf que là, ça se fait aux dépens de l'UMA. Comment se fait-il? L'UMA, depuis 1989 qu'elle est sur place. Oui. Quel est le résultat de l'UMA? Donc nous, citoyens de cette zone de l'UMA, nous voulons une Afrique dynamique. L'UMA, malheureusement, est bloqué en raison de la position de l'Algérie sur l'intégrité territoriale du Maroc. Un Maghreb dynamique, vous ne voulez pas? Si, bien sûr, non. Moi, je veux une Afrique dynamique. Quand je dis l'Afrique, j'inclus le Maghreb. Le Maghreb est africain. Il faut arrêter de diviser Maghreb, Afrique subsaharienne. Nous sommes l'Afrique. Il faut aller pied par pied, non? Oui, bien sûr. Étape par étape. Bien sûr, mais il ne faut pas diviser les divisions qu'on a eues. Par le passé, n'ont plus cours parce que le monde a changé. Nous ne sommes plus dans la période où les fondateurs de toutes ces institutions, nous sommes dans un nouvel ordre mondial. Et l'Afrique, si elle veut avoir un poids sur la scène internationale, doit aussi s'adapter pour être dynamique. Et avoir le Maroc, qui est un pays leader sur le plan économique, sur le plan politique, sur la scène africaine, mais aussi internationale, ne peut être pas simplement une locomotive, mais un partenaire privilégié pour la plupart des pays africains. Monsieur Ba, on assiste là à une sorte de recomposition de la géopolitique africaine. Les critères traditionnels d'appartenance aux communautés semblent révolus. Quels doivent être désormais les nouveaux critères de formation et de constitution des organisations sous-régionales? Moi, j'applaudis. Je crois que nous sommes là en train de voir une sorte de révolution technicienne de l'architecture de la géopolitique africaine. Je crois que c'est à l'honneur de ceux qui l'ont pensé, qui sont en train de l'exécuter. Il faut saluer là la vision des chefs d'État. Et je crois que la situation du Maroc me paraît mérite d'être analysée en profondeur. Parce S'il vous plaît. Regardez très bien, le Maroc demande d'être membre associé au niveau de la CEDEAO. La Tunisie. Le Maroc. Oui, la Mauritanie. Ah, la Mauritanie, d'accord. La Mauritanie. Et par contre, la CEDEAO répond à la Mauritanie comme quoi il faudrait qu'elle soit membre à part entière. Parce qu'elle avait déjà été... Non, au-delà du fait qu'elle fut membre puis qu'elle s'est retirée en 2000, il y a une question technique sous-jacente de mon point de vue. Parce que si vous regardez au niveau de la CEDEAO, vous avez la liberté de circulation. Or, si le Maroc est membre de la CEDEAO, il y a la Mauritanie qui va faire blocage du point de vue géographique. Et donc, le fait de vouloir donner un statut, comment dirais-je, d'associé, mais bien sûr, parce que du point de vue géographique, si vous prenez la géographie africaine, la carte africaine, pour quitter du Sénégal pour aller au Maroc, vous êtes obligé de faire le grand tour au lieu de passer directement par la Mauritanie. Et vous pensez mais bien sûr, effectivement que si la Mauritanie ne revient pas au sein de la CEDEAO, la libre circulation ne sera pas effective. Vis-à-vis du Maroc, avec le bien entendu. Et même des biens et services, il y aura beaucoup plus. La Mauritanie peut faire. Par voie routière peut-être, mais sinon par avion. Oui, mais là, la Mauritanie... Le Sénégalais pour aller au Maroc n'est pas obligé de passer par la Mauritanie. J'arrive. Oui, je dis que là, la CEDEAO a pris une position très intelligente de mon point de vue et je pense que c'est très intéressant. Je pense que c'est la Mauritanie. Moi, j'ai un avis mitigé là-dessus, dans la mesure où... Sur quelle question, s'il vous plaît?
vous plaît. Sur l'adhésion du Maroc dans la CEDEAO, chacun sait l'appétence du Maroc pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et pour les pays de la CEDEAO, parce que d'abord par les visites récurrentes du roi du Maroc régulières dans ces pays-là, par les accords existants de coopération, la suppression des visas, et par également récemment l'implication du Maroc dans la résolution des crises que connaît cette partie de l'Afrique. Mais je pense que c'est une motivation qui est d'abord économique. Le marché intérieur du Maroc fait à peu près 10 milliards de dollars, ce qui fait 10% du PIB du Maroc. Et donc le marché est un peu rétréci. Le Maroc va dans un marché de 320 millions d'habitants. Et le Maroc a des ressources humaines beaucoup plus qualifiées que les pays qui sont dans cette zone-là. Et les entreprises marocaines sont beaucoup plus outillées. Ils vont venir damer le pion à nos entreprises. Et les étudiants marocains, chacun sait que la plupart des étudiants qui sont dans cette partie de l'Afrique vont étudier souvent au Maroc. Donc on n'est pas à mesure de rivaliser contre. Le Maroc va devenir de facto. Madame Korchi, il est en train de nous expliquer que la CEDEAO s'engage dans une guerre. Enfin, guerre, entre guillemets, perdue d'avance. Absolument. Dans un combat inégal. Le marché marocain, c'est certain, il est de moindre, on est 40 millions d'habitants par rapport à 300, mais il faut 30 voir... millions d'habitants. 30 millions. Mais il faut voir le dynamisme économique du Maroc. Il faut voir sur le terrain les banques, les entreprises d'assurance, les services. Le fait que le Maroc intègre... Ça peut être une bonne chose d'offre de services aussi pour... S'il y a un manque de services dans les pays de la CEDEAO, c'est bien que le Maroc l'apporte sur le terrain. Notamment, on a vu ça avec les banques, avec les assurances. Mais que vont faire les entreprises locales? Ça peut être un bon facteur de dynamisation. Monsieur Kaloko, je suis pour... Qui attire à ce que l'un des époux aille dans un mariage plus riche que l'autre? Avec l'Union européenne, souvenez-vous si je peux prendre cette image. Je me ferai un rappel. Souvenez-vous quand l'Union européenne a ouvert aux pays de l'Est, il y avait une inquiétude, ça va tuer l'Union européenne, ça va être des concurrents, bon marché. Mais chacun sait que l'Union européenne... L'Union européenne, nous sommes à 27 maintenant, et elle se porte très bien. Le Maroc ramène... Elle se porte très bien. Oui, disons, elle est toujours là. Oui, mais si de ce point de vue... Ils sont partis, mais... Le Maroc apporte un dynamisme chacun sait que dans l'Union européenne profite aux pays les plus riches, à l'Allemagne en particulier, à la France, dans une union économique, dans une union monétaire, dans une union, c'est le plus riche qui en profite. Aujourd'hui, les gens, l'euro même est arrimé aux marques. Ça pénalise l'économie des autres pays. Le Maroc vient là avec une ressource humaine bien qualifiée, avec une technologie. Les autres ne sont pas à même. Sauf que là, on évolue déjà présent en Afrique de l'Ouest. Pour résumer, vous voyez plus de risques pour les pays membres, les 15 autres pays membres de la CEDEAO. Absolument, malgré les liens que le Maroc a depuis très longtemps avec beaucoup de pays, y compris pour la Guinée. Nous avons des relations particulières, j'allais même dire singulières, avec le Maroc. Mais je mets un bémol. Dans votre groupe de réflexion, vous ne souhaitez pas l'intégration du continent? Parce qu'on ne peut pas souhaiter l'intégration du continent et se prononcer contre l'adhésion d'un pays à une organisation sous-régionale. Vous ne pensez pas? Moi, ce que je dis, c'est que le Maroc est déjà économiquement présent. Là, les données changent. Les barrières douanières vont tomber, c'est la libre circulation. Mais on peut dire aussi, en tant que Marocain, on va se retrouver en compétition aussi avec 15 autres pays. Donc il faut voir aussi dans les deux côtés. Vous ne pensez pas que le rêve de l'Union, de l'unité africaine est un vœu pieux? Je pense que le rêve né des indépendances, des pertes des indépendances a été dévoué par les dirigeants successifs à la tête de nos États. Dévoyé. Parce qu'aujourd'hui, l'Union africaine se montre inefficace dans la résolution de plein de crises. C'est le chauvinisme, c'est le souverainisme, c'est le patriotisme qui reprend aujourd'hui partout, y compris dans l'Union européenne. Toutes les unions se désagrègent. On voit l'Union européenne avec le Brexit. Encore une fois, vous pensez que la CEDEAO a plus à perdre à accepter que le Maroc devienne membre à part entière? Je pense qu'il y a des accords qui existent, qu'il faut les aménager, aller vers plus de coopération. Un lent processus, un processus lent d'évolution vers l'adhésion. Très rapidement, M. Ba. Ce sont des risques exagérés de sa part. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ont peur et on connaît les médias mainstream qui véhiculent ces peurs-là. Hier, c'était la peur de la Libye. Avant-hier, c'était la peur de je ne sais qui. Après, si ce n'était pas le Maroc aussi, on allait nous dire attention. Avant-hier, on nous parlait même, et même aujourd'hui même,
ce matin, on m'a parlé de la peur des Chinois qui nous envahissent, etc. Si vous regardez la CEDEAO, c'est 11%, n'est-ce pas, de volume d'échange intra-zone. C'est ça la vérité. Et à partir de ce moment-là, ce qui veut dire qu'il y a plus de 89% qui sont hors zone. Or, au niveau de la CEDEAO, vous avez aussi des contrats avec l'Union européenne. Et pour autant, nous n'en sommes pas morts. Je préfère voir le Maroc tirer profit de la CEDEAO dans un premier temps. Que de voir les Chinois et les Français. Parce qu'on a beaucoup plus d'Africains qui sont au Maroc, etc. Et puis, il y a un retour d'investissement. Parce que si vous prenez, par exemple, l'enseignement supérieur, un cadre d'école qui est très, très sectoriel, l'enseignement supérieur, la formation de l'élite marocaine en matière de médecine supérieure se fait souvent à Dakar. Oui, exactement. Et l'inverse est vrai en matière, par exemple, d'un TIC, d'un TIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais aussi de la formation en matière de tourisme et des finances. Ça, c'est du côté du Maroc. Très rapidement, s'il vous plaît. Et pour finir de mon point de vue, pourquoi je dis que ces risques-là sont exagérés? Parce que si vous prenez même la CEDEAO, les pays qui tirent profit, ils sont au nombre de 3 ou 4. Oui, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, mais en termes d'échange intra-zone, la Côte d'Ivoire fait plus d'échanges intra-zone que le Nigeria. Alors que le Nigeria occupe 60% du... Très rapidement. Moi, je salue l'adhésion parce qu'il faut penser au peuple. Pour les peuples africains, au-delà de l'économique et tout ça, il faut déjà penser à la population du continent qui vont bénéficier. Il y a la diplomatie culturelle. N'oublions pas qu'avec le risque terroriste, il y a 2 défis. Le défi sécuritaire, mais aussi le défi de formation des imams. Or, sur ce registre-là, le Maroc joue un rôle pionnier. Le Maroc joue un rôle pionnier dans la formation des imams sur le continent. Le Maroc est un atout majeur pour la CEDEAO. Encore une fois, j'ai mis un bémol. Vous avez 2 secondes. Que les pays africains aient 80% d'échanges avec la France ou la Chine, on est souverain là-dessus. On décide de donner à qui on veut. Mais le fait d'intégrer le Maroc, c'est que le Maroc a la liberté là de circuler et de répondre à tous les projets. Il y a la mobilité. S'il vous plaît, très rapidement. Comme vous venez de dire, le Maroc est en avance, notamment dans la lutte contre le terrorisme, qui est un fléau qui touche tout le continent africain. Dans l'économique, donc moi je pense que pour la CEDEAO, c'est un atout, comme c'était pour l'Union africaine, d'avoir un partenaire, un pays avec autant d'expérience. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. On reviendra sur cette problématique dans d'autres... Et ceux qui sont gagnants, ce sont les peuples, c'est la population de l'Afrique. Il y a sans doute des avantages, Madame Sœur. Ce sont les peuples qui seront gagnants, dites-vous. C'est ce que nous verrons. Madame Naïma Korchi, vous êtes juriste internationale, ancienne fonctionnaire des Nations Unies, présidente du Africa Women Forum, Forum des femmes leaders d'Afrique. Merci d'avoir participé à ce débat sur l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Oumaba, politologue, merci à vous également d'avoir participé à ce débat. Almami Kalako, merci à vous également et d'avoir exprimé d'ailleurs vos craintes qui sans doute sont légitimes. En tout cas, l'histoire nous le montrera. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos émissions. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.